dicte millions d'oiseaux, un chiffre qui heurte le Sahel et brise la routine de la faim. En quelques mois, plus de 600 couvoirs communautaires, construits sans financement extérieur, commencent à rogner la dépendance du Burkina Faso aux cargaisons de protéines importées, petit à petit, jour après jour. Que signifie pour vous ce pari obstiné porté par Ibrahim Traoré dans un pays longtemps décrit comme condamné à tendre la main? Et si derrière chaque œuf ramassé se jouait déjà une partie discrète de l'avenir politique et écologique du Sahel tout entier? Ce récit ne cherche pas à séduire. Il s'engage à montrer comment une transformation mesurable peut redéfinir la sécurité alimentaire d'un pays soumis depuis des décennies aux ruptures d'approvisionnement. Le bénéfice central se résume ainsi: comprendre comment l'autonomie protège durablement les foyers. Dans un contexte où chaque cargaison étrangère peut s'interrompre du jour au lendemain, la capacité à produire sa propre protéine devient plus qu'un atout économique. C'est un filet de sécurité pour les villages, les marchés et l'ensemble des circuits sociaux qui en dépendent. Les premiers résultats, visibles dans les zones pilotes, indiquent que les changements ne restent pas abstraits. Ils modifient les repas, stabilisent les revenus et ralentissent les migrations intérieures. Cette vidéo se propose donc d'examiner ce basculement sans emphase, en reliant méthodiquement les données disponibles aux gestes concrets observés sur le terrain. Et si l'on suit la logique jusqu'au bout, une question reste suspendue. Peut-on mesurer la liberté à travers la simple régularité d'une couvée? Les premiers chiffres sont tombés plus tôt que prévu, révélant une rupture discrète mais décisive. En 3 mois seulement, plus de 600 couvoirs communautaires ont émergé dans les villages du Sahel. Cette accélération, d'abord perçue comme une anomalie logistique, a obligé les observateurs à reconsidérer la dynamique réelle du programme en cours. Dans ces zones rurales longtemps dépendantes des importations, le Burkina Faso importait encore jusqu'à 70% de sa viande et chaque rupture de cargaison fragilisait directement les repas quotidiens. Les sécheresses répétées avaient épuisé les sols, transformant les marchés en lieux où l'incertitude dominait plus que l'échange. C'est dans ce paysage instable qu'a pris forme l'initiative Green Protein, soutenu publiquement par Ibrahim Traoré, non comme une révolution spectaculaire, mais comme une méthode progressive fondée sur la multiplication d'unités minuscules. Les villages du Nord, Dorikaya, Arbinda, Wahiguya, ont été les premiers à enregistrer des signes tangibles de changement. Les couvoirs y ont rassemblé femmes, hommes et enfants autour de gestes simples: compter les œufs, réparer les filets, relâcher les oiseaux. Quelques semaines plus tard, la télévision nationale diffusait des images inattendues. Non plus des scènes de crise, mais des marchés retrouvant un rythme ancien, où pintades, mille et matériaux recyclés circulaient de nouveau. Les habitants parlaient d'un retour de confiance, d'une économie locale qui, après des années de stagnation, reprenait une respiration cohérente. Un cas emblématique, celui d'Amina Senou, a rapidement servi de repère. Partie de 10 pintades offertes par une coopérative, elle a construit en un an un élevage dépassant les 400 oiseaux, fournissant œufs, viande et aliments séchés à plusieurs villages voisins. Son expérience, relayée par les radios rurales, a donné forme aux données. Derrière chaque cycle productif se logeait un geste d'indépendance. À travers ces trajectoires individuelles se dessinait un cadre de lecture inattendu. L'autonomie ne surgissait pas d'un décret, mais de milliers de forces d'action quotidiennes capables, ensemble, de réécrire le rapport du pays à sa propre subsistance. Amina Senou n'avait rien d'une figure emblématique lorsqu'elle a reçu ses 10 premières pintades, seulement le désir de stabiliser les repas de ses enfants dans un village où la saison sèche impose ses lois. Son enclos
improvisé, composé de filets réparés et de planches récupérées, est devenu en quelques mois un espace vivant où chaque tâche trouvait sa place. Les enfants comptaient les œufs, les femmes surveillaient les couvées et les voisins prêtaient outils ou matériaux selon les besoins. Ce microcas a rapidement dépassé le simple cadre domestique. Les œufs excédentaires circulaient vers deux villages voisins, créant un réseau d'échanges réguliers que personne n'avait anticipé. Un second exemple, observé dans la périphérie de Wahiguya, montre une mécanique similaire. Un groupe de jeunes agricultrices, inspiré par les premiers résultats du programme, a monté un petit enclos collectif en utilisant des matériaux recyclés. Les premières semaines ont suffi pour produire un flux minimal mais constant d'œufs permettant à chacune de compléter son revenu irrégulier. L'effet a été moins économique que symbolique, le sentiment de reprendre prise sur son quotidien. Ces débuts modestes ont révélé un point central. Lorsque les gestes sont reproductibles, les résultats deviennent contagieux. Ce sont des pratiques qui se propagent sans attendre de directives supplémentaires. En somme, de petites routines peuvent déplacer un système. L'activation du programme n'a pas commencé par un discours, mais par un geste minuscule: distribuer les premières pintades aux familles volontaires. Les villages avaient été sélectionnés selon un critère simple: la confiance interne, et non la richesse. Dans les plaines du nord, à Dorikaya, comme à Arbinda, l'arrivée des oiseaux s'est faite sans caméra, dans la poussière du Sahel portée par la rumeur d'un pari improbable. Les enfants relâchaient les premières volées sous le vent brûlant. Les femmes comptaient les œufs à même les paniers. Les hommes réparaient filets et abris improvisés. Rien n'annonçait une révolution, seulement un nouveau rythme qui s'installait au lever du jour. La seconde étape est venue presque immédiatement. À mesure que les enclos se stabilisaient, les couvées se succédaient et les échanges prenaient forme. Les familles prêtaient des œufs aux voisines qui les rendaient après incubation. Le marché local recommençait à respirer. On troquait pintade contre mille, on négociait travail contre plume. En quelques semaines, un tissu d'échanges silencieux a redonné consistance à des marchés jusque-là morcelés. La télévision nationale, longtemps saturée d'images de crise, diffusait soudain des scènes de vie: des cages réparées, des enfants riant autour des filets, des commerçants vendant graines et matériaux recyclés. Puis est survenu le premier climax. En 3 mois, plus de 600 couvoirs communautaires étaient opérationnels, presque tous construits sans financement extérieur. Ce chiffre, relayé jusque dans les ministères, a surpris même les partisans d'Ibrahim Traoré, qui n'anticipaient pas une réplication aussi rapide. Dans un pays dépendant à 70% des importations de viande, cette multiplication constituait un basculement visible. Chaque unité productive, aussi petite soit-elle, réduisait la vulnérabilité du territoire aux ruptures d'approvisionnement. Les analystes étrangers ont tenté d'y voir un geste symbolique, mais le terrain racontait autre chose. Un pays longtemps contraint commençait à produire sa propre protéine. Le second climax est venu des données écologiques. Les ingénieurs du ministère de l'écologie ont observé une baisse de 15% des pertes de bétail liées aux insectes et un recul de 9% de la dépendance alimentaire locale. Les satellites, de leur côté, détectaient de fines taches vertes autour des zones de relâche, une reforestation naturelle portée par les fientes des pintades qui enrichissaient les sols, retenaient l'humidité et favorisaient la repousse de plantes locales. Le désert, sans bruit, commençait à respirer différemment. Ensuite sont venues les réverbérations sociales. Les migrations internes, en baisse pour la première fois en 10 ans, signalaient un ralentissement de l'exode rural. Les coopératives fabriquaient cages, outils et filets, donnant naissance à une micro-industrie fondée sur le recyclage.
Les écoles rurales ont intégré les enclos dans leurs activités pédagogiques. Les enfants apprenaient les chiffres en comptant les œufs et entretenaient les filets comme exercice collectif. Les médecins notaient moins de carences. Les marchés retrouvaient un rythme quotidien. À ce stade, même les critiques les plus sévères reconnaissaient que le mouvement n'était plus anecdotique. Ce n'était plus un programme. C'était une progression organique entraînée par des milliers de gestes minuscules, répétés sans relâche par ceux qui n'avaient jamais cessé d'espérer une marge d'autonomie. La situation de départ était claire. Pendant des années, l'accès aux protéines rurales stagnait à un niveau insuffisant, structurant une dépendance qui façonnait chaque repas. Le premier delta mesurable est apparu au cours des 18 premiers mois, lorsque les données conjuguées du ministère de l'Agriculture et de la FAO ont indiqué une hausse de 12% de l'accès aux protéines dans les zones pilotes. Cette progression régulière traduisait une amélioration concrète des repas quotidiens. Les familles pouvaient compter sur une source stable de nourriture, réduisant mécaniquement les échanges contraints contre des cargaisons imprévisibles. Les enseignants signalaient que les enfants arrivaient en classe avec davantage d'énergie. Les marchés, quant à eux, constataient une diversification timide mais réelle des produits vendus. Le second indicateur venait des revenus agricoles. Dans les villages engagés dans les cycles de micro-élevage, les rapports trimestriels signalaient une hausse moyenne de 8% des revenus des ménages. Cette hausse modérée assurait une marge de sécurité budgétaire nouvelle. Les foyers pouvaient acheter du mil sans attendre une aide extérieure, réparer un outil ou investir dans de petits équipements améliorant la régularité des couvées. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais une stabilité retrouvée, la capacité de planifier sur plusieurs semaines sans craindre un effondrement soudain des ressources. Les coopératives rurales, elles, voyaient leur trésorerie cesser de fluctuer au rythme des pénuries. Quelques ateliers métalliques, notamment autour de Ouagadougou, travaillaient de nouveau à un rythme continu pour produire filets, cages et outils légers. Le troisième signal concernait les migrations. Les données issues des districts du Nord rapportaient la première baisse en 10 ans de l'exode des jeunes vers les centres urbains. Cette baisse reflétait un attachement renouvelé aux opportunités locales. Les familles notaient que les adolescents trouvaient dans la gestion des enclos un rôle utile valorisé par la communauté. Les artisans expliquaient qu'ils parvenaient enfin à recruter des apprentis pour stabiliser leur activité. Les écoles rurales identifiaient moins d'abandon temporaire lié à la recherche de petits boulots saisonniers en ville. Les observateurs étrangers, souvent sceptiques, voyaient pourtant dans ce recul un simple hasard. Mais, sur le terrain, les habitants parlaient d'un changement de rythme, la possibilité de rester près des leurs sans renoncer aux besoins essentiels. À côté de ces trois indicateurs majeurs, plusieurs données complémentaires esquissaient une même logique. Les coûts d'approvisionnement en volailles importées avaient reculé dans certaines régions du Nord, allégeant la pression sur les budgets municipaux. Les coopératives constataient une baisse des pertes liées aux aléas climatiques grâce à une répartition plus fine des cycles de reproduction. Les médecins de centres ruraux signalaient moins de cas de carence sévère, particulièrement chez les enfants de moins de 8 ans. Chaque élément semblait modeste isolément. Ensemble, ils formaient un système cohérent, visible et surtout reproductible. Ainsi, les chiffres donnaient corps à ce que les gestes laissaient déjà entendre. Un pays pouvait commencer à réduire sa vulnérabilité non par des programmes massifs, mais par la multiplication de petites unités robustes capables de fonctionner même dans les environnements les plus instables. Le premier argument critique, souvent avancé par des chercheurs européens,
affirme que le modèle fondé sur la pintade repose sur un romantisme rural incapable de soutenir un pays entier face aux exigences alimentaires contemporaines. Selon cette lecture, un système bâti sur des milliers de petites unités manque d'infrastructures robustes, dépend de gestes artisanaux et ne peut affronter la réalité des besoins croissants des zones arides. Les sceptiques estiment que l'absence de logistique industrielle, de mécanismes centralisés et de contrôles sanitaires sophistiqués fragilise la cohérence de l'ensemble. Pour eux, une telle approche reste trop lente, trop dispersée et trop vulnérable aux variations locales pour constituer un socle durable. Le second argument, plus technique, porte sur la productivité. Sans machines capables d'absorber les chocs climatiques ou économiques, affirment certains analystes, le pays ne pourra jamais atteindre une souveraineté réelle. Les unités communautaires ne produiraient qu'un appoint marginal, insuffisant pour compenser la dépendance historique du pays aux importations. Dans cette perspective, les villages porteraient un fardeau disproportionné, exposés à des ruptures impossibles à gérer à grande échelle. Les critiques avancent qu'une économie moderne ne peut reposer sur une mosaïque de microstructures incapables de rivaliser avec les chaînes d'approvisionnement internationales. La réponse issue du terrain s'appuie cependant sur les données observées dans les zones pilotes. La baisse de 9% de la dépendance alimentaire locale montre que la lenteur n'est pas une faiblesse, mais une forme de résilience. Un système fragmenté résiste mieux aux ruptures qu'un modèle centralisé dépendant de flux extérieurs. La hausse de 8% des revenus agricoles confirme que chaque œuf non importé constitue une dette en moins pour les familles. Quant aux migrations, leur recul marque un retour d'opportunité que les sceptiques jugeaient impossible à reproduire. En somme, les faits montrent qu'une autonomie diffuse peut devenir un pilier cohérent, précisément parce qu'elle se multiplie sans assistance extérieure. Un fil invisible avance. Il apparaît d'abord comme une simple coïncidence. Les cartes satellite montrent que les lignes de végétation naissante suivent les trajectoires exactes des pintades relâchées depuis plusieurs mois. Ce qui semblait n'être qu'un programme agricole devient soudain un phénomène écologique étendu, porté par des gestes minuscules reproduits de village en village. Les ingénieurs y voient une reforestation naturelle alimentée par les fientes enrichissant les sols, tandis que les habitants parlent simplement d'un signe. La terre répond aux soins qu'on lui donne. Ce glissement subtil transforme la perception du projet. Ce n'est plus uniquement une question de protéines, mais une dynamique capable de remodeler un paysage fragilisé par les sécheresses successives. Dans ce contexte renouvelé, la phrase attribuée à Ibrahim Traoré « Nous ne cherchons pas l'efficacité au sens occidental du terme, nous cherchons la mémoire » prend une inflexion nouvelle. Elle ne désigne plus seulement un objectif politique, mais une logique organique visible depuis le ciel comme depuis les marchés. Le milieu du récit révèle ainsi une bascule silencieuse. Un projet né pour nourrir se met à réparer. À propos de niveau des ménages, NN, voici ce qui se déroule. Dans de nombreux foyers, l'arrivée des couvoirs communautaires a d'abord modifié la structure des repas. Les familles disposent désormais d'une source régulière d'œufs, évitant les périodes de carence qui rythmaient la saison sèche. Les enfants, mieux nourris, participent aux enclos comme à une activité quotidienne, mêlant apprentissage et responsabilité. Les médecins ruraux constatent moins de cas de fatigue chronique chez les plus jeunes, signe qu'un changement réel s'inscrit dans le temps. À propos de dynamique économique locale, DN, voici ce qui se déroule. Les marchés villageois ont retrouvé une régularité qu'ils avaient perdue depuis des années. Les ateliers métalliques produisent cages, filets et outils à un rythme constant, tandis que les coopératives organisent les ventes d'œufs, de viande et d'engrais organiques.
Les revenus agricoles, en hausse moyenne de 8%, permettent aux familles de stabiliser leurs dépenses, réduisant la dépendance aux cargaisons importées. Ce rééquilibrage discret donne aux commerçants une visibilité nouvelle sur leurs perspectives. À propos de niveau des dynamiques sociales, ND, voici ce qui se déroule. Dans les écoles rurales, les enclos deviennent un outil pédagogique central. Les enfants apprennent à compter en suivant les cycles de reproduction et participent à l'entretien des filets comme exercice collectif. Les hum, femmes, qui gèrent la majorité des troupeaux, gagnent en autonomie et voient leur voix s'affirmer dans les assemblées villageoises. Les migrations internes, en baisse pour la première fois en 10 ans, témoignent d'un attachement renouvelé aux opportunités locales. L'ensemble de ces évolutions crée un mouvement où la stabilité sociale n'est plus un horizon lointain, mais un effet immédiat des routines instaurées. À propos de niveau régional et symbolique, Nis, KV et WOS, voici ce qui se déroule. Le modèle burkinabé attire désormais l'attention du Mali, du Niger et du Tchad, qui envoient des délégations pour comprendre les ressorts du programme. Les manuels d'élevage sont traduits en arabe et en haoussa, tandis que plusieurs institutions régionales évoquent un laboratoire africain de résilience locale. Dans ce paysage recomposé, la phrase de Ibrahim Traoré, si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer, circule comme un repère commun, reliant l'autonomie alimentaire à une forme nouvelle de souveraineté. Ainsi, les conséquences visibles dépassent les frontières. Elles esquissent un impossible pour l'ensemble du Sahel. Dans ce scénario, voici la suite du récit. Dans l'hypothèse où le programme poursuit son rythme actuel, les couvoirs communautaires consolideraient leur présence dans les zones déjà engagées. Les coopératives rurales affineraient leurs pratiques, réduisant progressivement les pertes liées aux cycles irréguliers et améliorant la qualité des enclos. Les données devraient alors confirmer une progression stable, une autonomie protéique atteignant environ 65%, un ralentissement continu des migrations internes et une dynamique économique locale plus fluide. Ce scénario repose sur la continuité, peu d'expansion spectaculaire, mais un renforcement constant de ce qui fonctionne déjà. Il s'agit d'un modèle où la stabilité prime sur l'ambition. Dans ce scénario, voici la suite du récit. Dans cette version, les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, adoptent pleinement le modèle burkinabé. Ils organisent une plateforme interrégionale dédiée aux semences, aux couvoirs et au savoir-faire, créant une base commune pour mutualiser les innovations locales. Les zones semi-arides bénéficieraient d'une reforestation progressive, amplifiée par la dispersion des graines transportées par les pintades. Les marchés régionaux gagneraient en autonomie et l'ensemble du Sahel pourrait négocier différemment sur les circuits internationaux. Ce scénario suppose une coordination solide, rare mais pas impossible lorsque les bénéfices sont visibles et réplicables. Dans ce scénario, voici la suite du récit. Une succession d'aléas. Sécheresse extrême, tensions politiques, rupture de coordination pourraient toutefois ralentir, voire interrompre l'élan actuel. Certaines zones retomberaient alors dans la dépendance à l'aide extérieure, et les plus vulnérables verraient réapparaître les poches d'insécurité alimentaire. Les infrastructures loïles, encore jeunes, auraient du mal à l'absorber des chocs répétés, et les migrations repartiraient à la hausse. Même dans ce cas défavorable, le programme laisserait toutefois un socle de pratiques reproductibles, réactivables dès que les conditions le permettraient. Une recommandation apparaît alors, formulée ainsi. Dans ces trois trajectoires, une idée s'impose. Penser la souveraineté non comme un état fixe, mais comme une pratique continue, ajustée, cycle après cycle, ancrée dans des gestes reproductibles plutôt que dans des annonces centralisées.
Pour ce groupe, l'idée se déploie ainsi. Pour celles et ceux qui connaissent la fragilité des revenus irréguliers, l'expérience burkinabé résonne comme une démonstration concrète. Une autonomie minimale peut changer la texture d'une journée entière. Les repas cessent d'être un calcul anxieux, les dépenses deviennent prévisibles et la sensation d'être pris dans un cycle instable s'atténue. Même pour un spectateur lointain, cette logique parle d'un besoin universel, retrouver de la prise sur ce qui semblait nous échapper. Pour ce groupe, l'idée se déploie ainsi. Pour les entrepreneurs, les artisans ou les acteurs de l'économie locale, cette histoire illustre comment une microproduction répartie peut offrir une résilience que les grands systèmes logistiques n'assurent plus toujours. Un modèle fragmenté mais régulier, ancré dans des gestes transmissibles, devient une alternative crédible à la dépendance structurelle. Ce n'est pas un appel à l'utopie, mais une manière de regarder les écosystèmes économiques comme des structures vivantes qui se réparent à couches successives. Pour ce groupe, l'idée se déploie ainsi. Pour celles et ceux qui observent le monde sous l'angle écologique, la reforestation diffuse provoquée par les pintades apporte un éclairage inattendu. Réparer un territoire peut commencer par une action minuscule et reproductible. La notion d'impact cesse alors d'être abstraite. Elle devient un cycle visible, lisible et mesurable. Le spectateur y découvre que la lenteur n'est pas un frein, mais un mode d'organisation capable de transformer un paysage sans fracas. En filigrane, une idée demeure. Comprendre un changement, c'est aussi se demander ce qu'il révèle de nous-mêmes. À propos de identifier les foyers moteurs, voici ce qui se déroule. Les communes sélectionnent à chaque début de cycle semestriel 10 familles capables de maintenir une routine stable. Les critères reposent d'abord sur la cohésion interne plutôt que sur les ressources financières. L'indicateur principal devient la régularité des réunions villageoises et la capacité à suivre un registre simplifié. Ce premier tri conditionne le rythme de tout le cycle. À propos de former les éleveurs aux gestes reproductibles, voici ce qui se déroule. Pendant les 2 premières semaines, vétérinaires ruraux et membres expérimentés des coopératives assurent des sessions de formation centrées sur l'hygiène, la reproduction et la gestion collective. Chaque apprentissage est consigné, permettant de corriger les écarts au cycle suivant. La mesure se fait par le nombre de variations corrigées entre 2 périodes de 6 mois. À propos de suivre la production avec une logique d'apprentissage, voici ce qui se déroule. Chaque famille commence avec 10 oiseaux et vise un rythme de 100 œufs par an. Les inspecteurs communautaires effectuent un passage mensuel, non pour sanctionner, mais pour observer les écarts. La performance est évaluée par la régularité des couvées et la diminution des pertes, étage par étage, sans pression extérieure. À propos de redistribuer une part des œufs pour étendre le modèle, voici ce qui se déroule. À la fin de chaque cycle, une portion des nouveaux œufs est redonnée aux familles voisines selon le principe de l'œuf prêté. Ce mécanisme garantit une expansion sans dette. La mesure consiste à comptabiliser le nombre de foyers intégrés tous les 6 mois. À propos de consolider le suivi national, voici ce qui se déroule. Les coopératives transmettent, 2 fois par an, les données essentielles: mortalité, fécondité, vente locale. Ces chiffres alimentent une base nationale soutenue par l'équipe de Ibrahim Traoré, permettant d'ajuster les priorités publiques. L'indicateur clé reste la progression de l'autonomie protéique à chaque semestre. Au crépuscule, les pintades d'Amina Senou, celles qui avaient servi de premiers repères concrets au début du programme, regagnent leurs enclos faits de filets reparés et de planches récupérées. Leur gloussement se mêle aux dernières lueurs, rappelant que la transformation d'un pays n'a pas commencé par des annonces solennelles, mais par des gestes minuscules répétés avec persévérance.
Les familles s'installent autour du feu et les enfants écoutent encore l'histoire de la première volée d'oiseaux relâchés sous la poussière du Sahel, celle qui avait brisé des années d'attente et ouvert la possibilité d'un futur choisi. Dans ces moments suspendus, les mots attribués à Ibrahim Traoré prennent une résonance différente. Ils ne relèvent plus d'un programme politique, mais d'une mémoire vivante que les villages transmettent soir après soir. Les gestes, les cycles et les routines deviennent un langage commun, tissé entre générations. Et dans ce silence revenu, une idée demeure, simple et tenace. La dignité commence dans les gestes qu'on répète. Dans les villages du Sahel, les enclos ne sont pas seulement des structures d'élevage, ils sont devenus des lieux où l'on apprend à coopérer, à réparer, à ajuster ensemble. Cette manière de construire la souveraineté, non pas par des slogans, mais par des routines quotidiennes, résonne bien au-delà du Burkina Faso. Elle invite chacun, où qu'il vive, à regarder autrement les gestes qui tâtent nos liens aux vivants et aux autres. Rien n'exige d'adopter ce modèle, mais tout encourage à en observer l'élan, la patience, la lenteur, la capacité à croire en des actions minuscules capables de transformer un paysage. Dans un monde pressé, ces villages rappellent que la résilience naît souvent d'un rythme plus calme, presque intime. Si cette histoire vous a donné matière à réflexion, vous pouvez la partager, en discuter ou simplement la garder en mémoire